Alors, nous allons avoir la docteure Adriana Blanco Marquiso, qui est médecin de l'Uruguay et qui travaille sur ses activités dans son pays d'origine. Et ça a permis à l'Uruguay de devenir un des premiers pays sans tabac. Docteur Adriana, je vais vous demander d'attendre un instant. J'ai oublié une vidéo. Je suis désolée. Alors, on va commencer avec le vidéo avant de finir de présenter le docteur Blanc Marquiso qui a travaillé comme chef de l'unité des facteurs de risque et nutrition au sein du département des maladies. Alors, on va mettre le vidéo maintenant. La production, la production de tabac, son culture, son séchage, sa transformation, sa fabrication fait partie intégrante de la chaîne d'approvisionnement de l'industrie du tabac, contrôlée par les sociétés transnationales de tabac et les fabricants de feuilles. Malgré l'engagement de ces entreprises à éliminer le travail des enfants, les enfants sont engagés tout au long de la production et exposés à des environnements extrêmement dangereux, les privant des droits fondamentaux d'un enfant, santé, nutrition, éducation et violation des traités internationaux relatifs aux droits humains et des conventions du travail, droits de l'enfant, convention sur la santé dans l'agriculture, convention sur le travail des enfants. Les compagnies de tabac maintiennent les agriculteurs dans la pauvreté et l'endettement, perpétuant ainsi le retour au travail des enfants. Les efforts du gouvernement pour réglementer les compagnies de tabac se heurtent aux dons et à la soi-disant responsabilité sociale des entreprises pour faire, pour faire taire les travailleurs, les décideurs politiques, les médias, les tentatives du gouvernement de financer des alternatives en utilisant les taxes sur le tabac se heurtent à l'ingérence, à la résistance. Les enfants travailleurs ont demandé une compensation aux entreprises, mais les compagnies de tabac ont refusé de payer. Pendant des décennies, l'industrie du tabac a occupé un espace politique sur l'élimination du travail des enfants, sans faire beaucoup de progrès. Cette année, pour l'année internationale pour l'élimination du travail des enfants, nous ne pouvons pas laisser cette situation perdurer, faire payer les fabricants de tabac, intenter des procès, imposer des restrictions commerciales, augmenter les taxes sur le tabac pour soutenir des moyens de subsistance alternatifs. Convention cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac, protéger ses politiques des intérêts commerciaux et de l'industrie du tabac. Mettez fin au travail des enfants maintenant. Avec ce message fort qui met le contexte à notre présentation, alors je vais inviter la chef du secrétariat de la Convention cadre pour la lutte anti-tabac de l'Organisation mondiale de la santé pour sa présentation. Merci beaucoup. C'est un message très fort du vidéo. Alors bonjour tout le monde partout à travers la planète. C'est un plaisir de participer à ce webinaire. Un rapport conjoint publié par l'OIT et l'UNICEF à l'occasion de cette commémoration souligne le fait qu'au cours des 4 dernières années, pour la première fois depuis 2000, la réduction du travail des enfants a stagné. En fait, le nombre absolu d'enfants contraints de travailler a augmenté de plus de 8 millions pour atteindre 160 millions d'enfants dans le monde.
De plus, la crise économique liée à la pandémie de COVID-19 menace de faire travailler 8,9 millions d'enfants supplémentaires d'ici la fin de l'année prochaine. Il s'agit là, bien sûr, d'une question de santé, d'une question morale, d'une question de droits humains. La Convention relative aux droits de l'enfant a déclaré le droit des enfants d'être protégés contre l'exploitation économique, de n'être astreint à aucun travail susceptible de dangereux, d'entraver leur éducation, de nuire à leur santé ou à leur développement physique, mental, spirituel, moral ou social. Malheureusement, ce droit n'est pas respecté pour les enfants travaillant dans les exploitations de tabac. La Convention de l'OIT sur les pires formes de travail des enfants, qui a été universellement ratifiée, vise à interdire et à éliminer d'urgence les pires formes de travail des enfants. La Convention qualifie les pires formes de travail des enfants de travaux qui, par la nature ou les circonstances dans lesquelles ils s'exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l'enfant. Travailler pour cultiver et produire du tabac est clairement nuisible pour un enfant. Les enfants qui travaillent dans le secteur du tabac sont généralement privés de loisirs et de leur droit à l'éducation et ils sont également exposés à de graves risques de santé, empoisonnement aigu à la nicotine, exposition aux pesticides et autres risques connexes. Une grande enquête menée par le journal The Guardian a révélé dans des pays de 3 continents comment des enfants de 14 ans et moins étaient retirés de l'école et employés à des travaux physiques durs et nocifs afin de produire les feuilles de tabac qui remplissent les cigarettes vendues dans le monde entier. La pauvreté, bien sûr, est le principal moteur du travail des enfants, ainsi que les faiblesses des systèmes éducatifs et les croyances culturelles bien ancrées. Alors que les salaires au sommet de l'industrie se chiffrent en millions de dollars par an, les revenus des cultivateurs de tabac sont extrêmement faibles, ce qui contraint les enfants à travailler. Les cultivateurs de tabac ont souvent besoin d'emprunter à chaque saison de plantation pour payer les semences, les engrais ou les machines, pour ensuite se trouver pris dans un cycle d'endettement sans fin. La Convention cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac reconnaît dès ce préambule les liens étroits entre la lutte anti-tabac et les droits humains en général et les droits des enfants en particulier. Les articles 17 et 18 de la CLAT de l'OMS appellent à soutenir les activités des remplacements économiquement viables au tabac et à protéger l'environnement et la santé des personnes contre la culture et la fabrication du tabac. Cela correspond à l'une des voies d'action proposées par le rapport de l'OIT et de l'UNICEF, dont l'objectif est de résoudre le problème du travail des enfants afin de réaliser l'ODD 8.7 qui appelle à la fin du travail des enfants d'ici 2025. Une autre piste d'action proposée par le rapport appelle à des stratégies créatives de mobilisation des ressources pour élargir les budgets gouvernementaux. Au niveau national, l'augmentation des taxes sur les produits du tabac, conformément à l'article 6 de la CLAT de l'OMS, pourrait être une source de financement national, une approche explicitement reconnue dans le programme d'action d'Addis Abeba de 2015. En outre, l'article 26 de la CLAT de l'OMS appelle à la mobilisation des canaux multilatéraux pour fournir des fonds afin de soutenir les mesures de lutte anti-tabac dans les pays en développement et les pays à l'économie en transition. Enfin, l'industrie du tabac tente, comme toujours, de se présenter comme un partenaire du programme de développement. En 2014, le groupe Altria, l'un des plus grands producteurs et distributeurs de tabac et de cigarettes au monde, a signé un engagement mondial visant à éliminer toutes les formes de travail des enfants dans sa chaîne d'approvisionnement mondiale dans le cadre d'une initiative promue par la fondation ECLT, une fondation créée par British American Tobacco. En réalité, les fabricants de tabac achètent du tabac aux fabricants de feuilles, transférant ainsi à ces derniers, en aval de la chaîne d'approvisionnement, la charge de veiller à ce que les enfants ne travaillent pas. Il s'agit d'un nouvel effort de l'industrie du tabac pour dissimuler le fait que les enfants du monde entier sont toujours impliqués dans la culture du tabac. Merci. Merci beaucoup, Dr. Blanco. Il y a évidemment une échéance en 2025. Et il y a des enjeux mondiaux qu'il faut absolument surveiller et c'est justement l'un des sujets de ce webinaire aujourd'hui. Mesdames et messieurs, l'UNICEF a lancé un rapport mondial et ce rapport annonce que la réduction du travail des enfants a stagné depuis les années 2000. Et que est passé de 5 millions à 17 millions, 5 millions d'enfants qui travaillent. Et ces milliers de personnes sont en risque. Et en 2022, comme résultat de la pandémie, ils risquent d'être projetés sur le marché du travail aussi de façon plus intense. Et par l'entremise des activités que nous avons réalisées ce mois, à partir du début du mois de mai, l'UNICEF a tout un programme déployé. Ils ne peuvent pas se joindre à nous aujourd'hui, mais ils aimeraient partager leur vidéo de 1 minute qui, d'une façon très succincte,
présente la situation. Est-ce qu'on peut présenter, s'il vous plaît, maintenant, la vidéo de l'UNICEF? Actuellement, 160 millions d'enfants travaillent. Cela représente un enfant sur 10. Le travail des enfants est dangereux pour eux. Il leur prend trop de temps et les empêche d'aller à l'école. Les progrès réalisés à l'échelle mondiale pour mettre fin au travail des enfants ont stagné pour la première fois en 2000. Les retombées de la COVID-19 mettent des millions d'enfants supplémentaires en danger. Pour éviter cette violation des droits de l'enfant, l'OIT et l'UNICEF appellent les dirigeants mondiaux à soutenir les familles, à fournir une éducation publique gratuite et à faire appliquer les lois contre le travail des enfants. Ajoutez votre voix pour mettre fin au travail des enfants. Aimez, commentez, partagez de l'OIT et de l'UNICEF. Vidéo très puissant qui vraiment vient nous toucher profondément dans notre cœur. Le rapport de l'UNICEF présente que 17% et 12 millions d'enfants sont dans le secteur agricole. Et la présence des enfants qui travaillent dans la chaîne d'approvisionnement est un risque important à leur santé et leur sécurité. Entre-temps, le département du travail, dans le rapport de 2020, a listé une liste de produits qui sont produits par les enfants, en particulier sur la culture du tabac. Il y a 19 pays partout au monde, de l'Argentine au Brésil, au Mexique, au Nicaragua et en Amérique latine, jusqu'au Kenya, Malawi, Mozambique, Tanzanie, Ouganda, Zambie et Zimbabwe, en Afrique, en Bangladesh, en Inde, au Cambodge, aux Philippines, au Vietnam, en Asie du Sud-Est. La compagnie du tabac parraine les stratégies de responsabilité sociale, mais le rapport en matière de développement durable dénonce cette pratique et sa façon de faire et la transformation des chiffres que fait la promotion de la compagnie du tabac. Notre première présentation d'aujourd'hui parle de la chronologie de la stratégie de compagnie de tabac. Pascal Desman, qui est le président de OxySwiss. Pascal est très connu dans le domaine du contrôle du tabac. Il a passé la majeure partie de sa carrière professionnelle à l'Organisation mondiale de la santé, dans l'informatique biomédicale et en tant que chef des technologies de l'information, soutenant notamment l'initiative anti-tabac de l'organisation. Depuis sa retraite, il joue un rôle actif dans la lutte anti-tabac, tant au niveau national qu'international. Un article de la revue Lancet décrit Pascal comme un adversaire infatigable de l'industrie du tabac. Pascal, tu as la parole pour présenter une chronologie des enjeux du travail des enfants. Merci beaucoup, Mary. J'aimerais partager mon écran. Vous avez la parole, Pascal. Est-ce que je peux partager mon écran? Nous partageons vos diapositives en ce moment. Right. Okay. Here we are. Okay. So but how can I move my slides? Comment puis-je faire avancer mes diapositives? Okay. Voilà. So the ECLT Foundation, Donc, to find out what it la is, fondation look at the ECLT, website, pour savoir de quoi il s'agit, il faut regarder Next leur slide, site please. web, comment ils se présentent. It's next slide.
It's La prochaine, founded as an independent Swiss et on dit que le SLT est fondé en 2000 en tant que fondation suisse indépendante en l'année It is 2000, donc, Geneva-based, et and c'est basé à Genève, upfront they mentioned that they are member of the et ils UN mentionnent qu'ils sont membres du consultative status within Compact mondial, le Pacte mondial des Nations Unies, qu'ils sont un statut consultatif spécial auprès du Conseil économique et social des Nations the Unies. foundation was La founded fondation in CLT 2001 a été en by, réalité as fondée en 2001 British American Tobacco, par British American Tobacco, BAT, l'Association internationale des producteurs de tabac, prochaine diapositive, which is actually qui est known un as groupe de industry façade front de group. And l'industrie then, du next tabac. slide, the Donc, un groupe de international, façade the a été fondé IUF aussi for par l'Union short, internationale des which is the travailleurs de Global Union of l'alimentation, la Workers UITA, qui Union. est un syndicat And finally, mondial, next slide, with ILO, ainsi qu'avec l'OIT comme un they conseiller. use glossy Ils annual reports produisent on their des rapports activities. annuels sur papier But let's see glacé what's pour behind présenter that. leurs activités, mais regardons ce qui est derrière cela. Actuellement, They started with this union ils of ont workers demandé, unions, avec la but participation IUF de actually ce withdrew in syndicat mondial, 2013, mais saying that le actually IUF, la ECLT UITA, s'est retiré en nothing but the 2013 CSR arm of the tobacco parce industry. que ce syndicat considérait que la Fondation And SLT ILO était cut its essentiellement le ties with bras de ECLT in responsabilité sociale de 2019. l'industrie du Next tabac. slide. Et l'OIT s'est aussi retiré et a coupé ses liens en 2019. Of ECLT say board members must L'article be 2 du règlement intérieur de l'ECLT dit que les membres du conseil d'administration doivent être des représentants ou des personnes occupant des postes pertinents ou de haut niveau au sein de la société civile et des compagnies de tabac. actually, next slide. Mais en réalité, There are no members from il civil n'y a society. aucun membre de la société civile et seulement des membres des corporations du tabac avec les plus grandes multinationales de l'industrie du tabac, BAT, GTI, PMI et Imperial Tobacco, qui ont un siège permanent sur le conseil d'administration. This chart shows the evolution of Cette membership. diapositive montre You have l'évolution in red du the membership. tobacco companies, in Alors, orange vous avez the les leaf compagnies de tabac et and les compagnies producteurs de feuilles de from tabac the beginning in qui 2001 ont until siégé sur le CLT 2019, depuis 2001 jusqu'à membership has 2019. evolved Le so membership that a in évolué 2019, the et en only 2019, les seuls membres qui restent, So actually, il what ne you reste que des compagnies that, du tabac qui ici- siègent sur cette fondation. CLT n'est pas un groupe de façade de l'industrie du tabac, mais c'est l'industrie du tabac comme telle. in the field in Malawi, let's see. Dans les champs au Maluami, And we on have peut one voir comment statement, c'est next perçu et on voit quelles sont leurs affirmations. Malawi, Donc, du syndicat Union des travailleurs du tabac et des branches connexes du Malawi, TOAWUM, ils ont affirmé que SLT est un programme caritatif qui se concentre sur les questions que l'industrie a à son ordre du jour plutôt que sur les agriculteurs locaux. Next slide. Prochaine diapositive. As a consequence, Comme une conséquence, une lettre a été envoyée au directeur exécutif du Pacte mondial des Nations unies, signée par 120 organisations et 60 personnes, et ça a été envoyé le 30 avril 2021, et qui demande instamment à l'UNGC d'agir conformément à son mandat et mettre fin à la participation de l'ECLT à l'UNGC. Merci. Thank you very much, Pascal. Merci beaucoup, Pascal, Ladies and gentlemen, pour cette présentation, mesdames et messieurs. Je suis sûr que vous aurez des questions pour Pascal. Not in the chat box, but in the Q&A box. Donc, on vous invite à formuler vos questions dans la boîte Q&A des questions-réponses, s'il vous plaît. Pas dans le chat, mais dans la section Q&A. Alors, nous passons maintenant à la table ronde, qui est une séance spéciale qui va regarder des études de cas à partir de différents pays. Nous allons regarder les expériences des pays comme Brésil, Zambie, Indonésie, Bangladesh,
Et nous allons passer la parole à la modératrice, à Marty Otagnès. Marty est un anthropologue culturel et un cinéaste. Il est professeur associé au département d'anthropologie de l'Université du Colorado à Denver. Otagnès examine les pratiques de l'industrie du tabac qui sapent les moyens de subsistance au niveau des exploitations agricoles en Argentine, au Malawi et dans d'autres pays producteurs de tabac. Monsieur Otagnès travaille à une étude exploratoire sur le trafic de main-d'œuvre dans le secteur de la culture du tabac au Malawi et sur la complicité des fabricants mondiaux de cigarettes et des sociétés d'achat de feuilles. Il est membre du conseil d'administration de Human Rights and Tobacco Control Network. Vous avez la parole, Monsieur Marty. Bonjour à toutes et tous. C'est un plaisir d'être avec vous. Dans ce cadre de cette table ronde, c'est une célébration du travail qui a été accompli jusqu'à maintenant et aussi un rappel de tout le travail que nous avons encore devant nous. Et nous allons approfondir sur la situation du travail des enfants dans ces pays clés. Et je vous rappelle que si vous avez des questions aux panélistes, nous allons commencer avec l'intervention de Rita du Brésil. Bom dia a todos os participantes. Eu falo então do Brasil, que é o terceiro. Bonjour à toutes et tous. Je vais parler du Brésil. Je viens d'un secteur qui travaille sur les enjeux du travail des enfants dans le Brésil. Il y a environ 150 000 familles qui produisent et travaillent dans les plantations du tabac. De ces 150 000 familles, nous avons 80 000 enfants de 9 ans à 17 ans qui travaillent dans les plantations de tabac. Ces enfants et cette information, ces chiffres, c'est une donnée permanente que nous avons accompagnée et 8,1% de la main-d'œuvre dans le secteur du tabac sont des enfants de moins de 17 ans. Et cette situation se poursuit. Ces enfants de 13 ans à 17 ans font le travail le plus difficile dans les plantations qui a un impact sur leur santé. Ils travaillent dans les plantations parce que plusieurs des membres de leur famille sont malades et ils doivent absolument les substituer pour assurer la production. Alors, c'est une situation particulièrement complexe. Donc, face à ces problèmes de santé de leurs membres de la famille, ce sont les enfants qui s'exposent à ces problèmes de santé à leur tour. Les compagnies de tabac prétendent qu'ils donnent des nouvelles opportunités pour l'avenir, mais c'est absolument faux. Et ils produisent évidemment au Brésil, la situation est complexe comparativement à d'autres pays. Et souvent, ils offrent des paquets d'emprunts qui sont forcés à utiliser ces emprunts pour pouvoir produire. Ces enfants s'exposent à des produits chimiques agricoles et lorsqu'on les voit partie prenante des activités de récolte, ils doivent absolument cueillir les feuilles vertes du tabac qui sont très toxiques et qui, à cause de leur nature, transmet de la nicotine à travers la peau avec des enjeux importants sur leur santé. Ensuite, certains autres enfants travaillent dans les granges pour faire une sélection des meilleurs produits pour l'entreprise. Ils font une sélection feuille par feuille. Alors, il y a un processus de toxicité auquel ils s'exposent de façon permanente. Nous avons observé cela sur le terrain. Nous faisons ici affaire avec des communautés très pauvres, des familles très pauvres qui sont forcées à travailler ainsi dans ces conditions. Et nous assistons à un silence qui plane sur tout le secteur de l'industrie.
Il faut absolument changer la situation. Nous avons particulièrement de difficulté à déployer des actions directes sur le terrain. Nous avons pu observer que l'application de l'article 17 de la Convention cadre pour la lutte anti-tabac serait un levier important qui pourrait effectivement, de façon efficace, éliminer le travail des enfants. Et nous devons utiliser cet outil de la Convention cadre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Rita. Nous allons maintenant passer l'appareil à Brenda Chitindi. Nous avons un problème avec son vidéo, mais nous allons l'entendre. Thank you very much, Martin. And thank you, the GJTC, for including Zambia into this worrisome situation. Children in Zambia engage in the worst forms of child labor, including in agriculture and more in production of tobacco. Zambia has ratified most key international conventions concerning child labor. The government has established laws and regulations related to child labor. However, gaps exist in the Zambian situations qui existent en Zambia parce qu'il n'y a pas de politique qui protège les enfants de la situation de travail des enfants. Entre l'âge de 13 ans et 15 ans, ils travaillent dans ces activités que je vais vous nommer. L'utilisation du travail des enfants est utilisée dans l'ensemble du secteur du tabac de la Zambie. Des enfants depuis l'âge de 5 ans commencent à travailler. Ils commencent à la préparation des sols, même à travailler sur les arbres. Ils s'occupent de fertiliser les plants de tabac. Pendant la récolte des feuilles vertes du tabac, les enfants se retrouvent empoisonnés à la nicotine. Ils se retrouvent à ingérer la nicotine dans leur corps. La question, c'est pourquoi les enfants se retrouvent impliqués? Pourquoi les familles laissent leurs enfants travailler dans ce secteur? C'est parce que le prix de la feuille de tabac est très bas. Et ce prix très bas de la feuille de tabac oblige les familles à avoir les enfants qui travaillent avec eux. Les fermiers de l'industrie du tabac sont obligés de faire appel à des prêts. Et pour réussir à payer ces prêts, ils doivent semer de plus en plus de tabac. Et ils sèment plus de tabac que celui qu'ils peuvent réellement cultiver. C'est pour ça qu'ils doivent faire appel au travail des enfants. Alors, les fermiers du secteur du tabac ne peuvent pas payer des travailleurs saisonniers. C'est ainsi qu'ils se retrouvent à exploiter le travail des enfants. Comme vous pouvez le voir sur ces images, il suffit de voyager dans ces zones de l'est et du sud de la Zambie. Et la situation du coronavirus a simplement empiré la situation générale. Ça a affecté aussi très, très fortement les travailleurs du secteur du tabac. Et ils ont, les parents ont négocié avec les écoles pour qu'ils puissent étudier et travailler.
Selon l'article 32 de la Convention des Nations Unies sur le droit des enfants, ne devraient pas travailler et encore moins dans un secteur aussi dangereux. Dans le code de l'industrie du tabac, il y a des enfants en dessous de 18 ans. Et ça ne devrait pas être autorisé sous aucune circonstance. Les entreprises du tabac doivent payer un prix plus élevé pour la feuille de tabac et ainsi empêcher le travail dangereux des enfants. Il est important de s'engager dans cette transformation contre les violations des droits des enfants et mettre en place des législations stratégiques pour protéger les enfants. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Brenda. On va parler avec Margarita du cas de l'Indonésie. Merci beaucoup, Marty, tout le monde. Je viens d'Indonésie. Nous travaillons sur la question des enfants. C'est une recherche qui est en cours en ce moment et je vais vous montrer certains des éléments préliminaires que nous avons pu découvrir sur le travail des enfants en Indonésie. Je vais présenter 3 points différents. D'abord, je vais vous parler de notre recherche, qu'est-ce qu'on a fait sur cet enjeu du travail des enfants. Et je vais aussi vous parler de nos premiers résultats. Alors, la première partie, c'est sur le contexte de l'investigation que nous avons fait sur la recherche que nous avons fait sur le travail des enfants en Indonésie dans le secteur du tabac. Alors, 58% des enfants se trouvent sur des fermes, c'est-à-dire sur les cultures. En 2013 et en 2018, on a reçu des informations. On a aussi les informations de Human Rights Watch, qui est un des rapports qui a été publié en 2016. Il y a aussi un rapport de l'ECLT, de l'industrie elle-même, avec un think tank local de recherche, une fondation. Ça a été fait entre 2016 et 2017. Mais ensuite, nos résultats préliminaires, quand on est arrivé dans cette deuxième partie, est-ce qu'on a essayé de mettre à jour les données en termes de l'industrie du tabac en Indonésie? Ce qu'on a trouvé dans le magazine de rapports, ce qu'on a vu, en fait, c'est financé par le CLT lui-même. Donc, même s'ils prétendent ne pas être impliqués au niveau de l'OIT, etc., il est assez clair qu'au niveau local, ils sont impliqués. Ils ont des partenariats locaux de l'industrie du tabac elle-même avec ces projets de recherche. Et c'est le cas de Philip Morris et de d'autres. Alors, même si SLT prétend qu'il y a eu des changements en Indonésie dans les 2 dernières décennies, on a vu qu'il n'y en a pas eu et que la situation reste la même. Ils ont dit que même en ce moment, on trouve déjà des enfants encore plus jeunes même des enfants vers 3-4 ans qui commencent à travailler dans l'industrie du tabac. Philip Morris dit qu'il n'y a pas de travail des enfants, mais il y en a. Alors, il n'y a pas de cadre normatif clair dans l'industrie du tabac ici en Indonésie. Le gouvernement locaux ont essayé d'implémenter certains cadres législatifs, mais ils considèrent que c'est un secteur informel, le secteur du travail des enfants. Et on considère que certaines situations sont acceptables dues au contexte de pauvreté dans lequel on se trouve. Alors, c'est assez intéressant. Il y a un suivi qui a été fait de ce rapport financé par ECLT. Ça a été conformer une alliance en Indonésie. C'est une alliance qui dit qu'il n'a aucune relation avec CLT, mais ils disent quand même qu'il faut travailler avec eux et qu'il faut travailler avec l'industrie du tabac.
Et en fait, ils transforment même les concepts même des principes des Nations Unies. Et donc, ils parlent d'alliances locales dans l'industrie du tabac, mais ça évite la responsabilité directe des grands industriels, des grandes entreprises. Il vous reste une minute. Oui, alors ces partenariats avec des fermiers sont en fait nocifs. C'est du nettoyage avec des fausses politiques de responsabilité sociale. Il faut rendre visible cette hypocrisie et les conflits d'intérêts qui sont clairement présents dans ces positions. Notre prochaine étape dans notre région, ça va être de faire le lancement d'une campagne globale et on va demander votre aide pour nous appuyer là-dedans. Ça va être la campagne Save Small Hands, sauver les petites mains. On va faire toute une campagne vidéo et dans les réseaux. Parce que même la convention cadre n'a pas été signée par l'Indonésie, imaginez-vous. Donc, pour nous, c'est important de faire cette campagne. Merci beaucoup. Voilà, c'était ce qu'on avait à vous dire depuis l'Indonésie. Alors, Farida, c'est à toi. Merci beaucoup. Au Bangladesh, 1,2 million d'enfants. Et on invisibilise leur situation. Et on voit qu'il y a une extinction des travailleurs adultes et que la quantité d'enfants augmente. Alors, selon nous, le travail dans les champs de tabac tombe dans la catégorie de travail dangereux. Alors, nous parlons de la feuille de Virginie, très utilisée pour la confection de cigarettes, ce qui pousse le plus par ici, et où des cigarettes, aussi des cigarettes très peu chères. Des entreprises comme Philip Morris International et Japan Tobacco International enferment les producteurs de tabac dans une chaîne de dépendance à la question du prix. Alors, ça leur laisse une seule option qui est diminuer le prix de la production. Et c'est la seule façon que les fermiers peuvent survivre à cette pression sur les prix, ce qui les amène à engager leur famille ou des enfants. Donc, les enfants se retrouvent exposés à des pesticides et à de la nicotine, comme on en a parlé. Durant le processus de séchage, c'est aussi très dangereux. Ils ont rendu à 20 ans, ces enfants ont des maladies pulmonaires. Les entreprises comme British American Tobacco ne respectent pas les lois, malgré les messages qu'ils donnent. C'est une situation typique, mais les lois ne fonctionnent pas. Les enfants se trouvent aussi engagés dans le travail de séchage au soleil des feuilles de tabac, plus de 10 heures par jour, dans les entreprises de fabrication des bidis. Il y a des enfants qui travaillent et qui ont moins de 14 ans. Ça viole les lois de base. Alors, les enfants travaillent travaillent avec leur famille en général, et c'est considéré comme du travail avec les familles. Les enfants se retrouvent
Les enfants se retrouvent exposés à des températures très hautes. Il vous reste 1 minute. Cramped rooms without protective equipment. Children are S'ils constantly n'ont pas les équipements de protection adaptés, les enfants se retrouvent dans une situation très dangereuse. Pour c'est $1 le salaire pour les hommes et 80 cents pour les femmes dans les entreprises de fabrication de billets. Il y a la situation où les enfants reçoivent 25 cents. Alors, on parle de $40 par mois à peu près. Ça n'est pas suffisant pour se nourrir. Les enfants souffrent de plusieurs maladies respiratoires. 80% des personnes malades ont travaillé dans les entreprises de BD. On va devoir les enfants ne vont donc pas à l'école. C'est une situation qui a été rendue presque invisibilisée aux yeux des gouvernements et des responsables. Merci beaucoup pour que les gens qui sont en train de regarder puissent entrer en contact avec vous et on va aussi avoir le Q&A après la période de questions. Dans un monde idéal, on pourrait visiter les fermes, connaître les gens et rendre visibles les situations qui se présentent sur le terrain. Et on espère voir des changements dans l'industrie du tabac. Les gens pourraient contribuer à des solutions à ces problèmes. Merci beaucoup, Marty, de nous présenter cette situation. Alors, vous pouvez mettre vos questions dans la partie, dans le bloc Q&A en bas de questions. Alors, on va continuer avec notre prochain panéliste. Looking at a really important topic on sustainable development and child labor in tobacco growing. Notre prochain panéliste, donc Dudley Tarleton, qui va parler des enjeux du développement durable et le travail des enfants dans le secteur du tabac. Alors, nous allons écouter Dudley Tarleton, qui est le spécialiste du programme Santé et Développement du Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD. Il travaille au PNUD depuis 2004. Il s'intéresse aux partenariats en matière de santé. Il couvre des questions telles que les maladies non transmissibles, la gouvernance de la santé, les déterminants économiques de la santé et le programme de développement durable. La parole est à vous, Dudley. Merci beaucoup. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui et de pouvoir faire une cartographie des liens entre l'industrie du tabac et le travail des enfants, et aussi la présentation du Brenda de Zambie, ainsi l'intervention qui suivra la mienne. J'aimerais partager un travail que nous avons effectué pour établir les liens entre tous ces enjeux. Comment nous avons travaillé à partir du PNUD, nous avons regardé à partir du secrétariat des moyens, les identifier des moyens pour pouvoir mettre de l'avant les politiques de développement durable. Et je crois que dans le secteur du tabac, c'est vraiment un domaine dans lequel nous devons intervenir de façon musclée en matière de travail des enfants dans le secteur de l'industrie et le contrôle du tabac. Il y a évidemment une emprise à partir du point de vue de la santé, le contrôle du tabac, de la consommation, la sécurité alimentaire, la durabilité environnementale. Et ce sont plusieurs angles d'attaque pour pouvoir aborder le sujet. Et au cours des dernières années, plusieurs ont demandé et exigé des moyens concrets pour que les cultivateurs de tabac puissent transitionner vers des alternatives de travail, des activités de remplacement.
Et il y a différentes interventions qui impliquent différentes stratégies que nous mettons en œuvre sur le terrain. Nous développons des mécanismes de soutien, d'identifier des mécanismes concrets, essayons de harnesser tout cela tout ensemble. Le projet 2030 la Convention cadre, à partir de notre travail en Royaume-Uni, nous avons essayé de développer des actions concrètes pour pouvoir assurer une transition, un remplacement des activités, donner des alternatives aux cultivateurs et pour les fermiers qui ne peuvent trouver des alternatives viables économiquement, il faut trouver des moyens concrets pour le faire. Il y a 2 années environ, nous avons conçu un projet d'impact avec différentes agences en Zambie, avec le secrétariat de la Convention cadre, avec le PNUD, l'OIT, la FAO, avec différents acteurs donc sur le terrain, avons développé des portfolios avec la Société du cancer, avec des ONG de Zambie, avec des experts internationaux dans le domaine agricole en matière d'activités de remplacement pour faire cette transition économique. Nous avons identifié évidemment des menaces concrètes qui doivent être aussi engagées dans le secteur public et le secteur privé. Nous avons développé des études de faisabilité. Les résultats observés qu'il y a des activités qui existent qui peuvent être profitables pour les cultivateurs. L'étude a démontré que pendant 4 ans, avec des contributions de 5 millions de dollars, des milliers de cultivateurs au Zambie ont pu transitionner vers des activités alternatives. Et pour ceux et celles qui choisissent cette transition, 17 000 hectares pourraient ainsi être transformés. Et nous pensons qu'il peut y avoir vraiment des dividendes de cet investissement pour appuyer ces projets de transition, des investissements de 5,4 millions de dollars. Évidemment, l'impact additionnel est aussi, cela a augmenté la sécurité alimentaire. Cela a permis de développer des activités agricoles qui soient moins intensives en travail, en main-d'œuvre, qui réduit donc l'exposition à des impacts environnementaux ainsi qu'à la transmission de la nicotine par le traitement des feuilles vertes. Donc, ce que nous avons appris jusqu'à maintenant, nous n'avons pas évidemment atteint nos objectifs finaux, mais nous progressons. Nous avons pu orienter donc des investisseurs vers ce type de travail, de transition vers des activités de remplacement. Il y a différents instruments, des mécanismes, il y a des processus de négociation, de conception. Mais nous croyons que si nous réussissons à mettre de l'avant des activités de remplacement, c'est un modèle qui est réplicable dans d'autres pays et nous espérons pouvoir agir aussi dans d'autres pays dans ce sens. Et ce que nous discutons aujourd'hui, c'est comment développer ces moyens de subsistance alternatifs et atteindre ces objectifs et aussi répondre aux demandes des fermiers et des cultivateurs eux-mêmes qui veulent trouver une issue à leurs problèmes de subsistance et trouver des activités alternatives et ils sont ouverts à recevoir ce soutien pour pouvoir transiter vers des alternatives plus durables. Nous devons absolument trouver des investisseurs qui investissent dans ces initiatives et donc nous travaillons en ce sens. Je serais très heureux de répondre à des questions pour compléter ma présentation. Merci beaucoup, Monsieur Thornton. Je suis sûr qu'il y aura des questions, effectivement, et que les participants pourront les écrire dans la section questions aussi.
Effectivement, la politique de l'UNDP, le PNUD, est très active sur les enjeux de l'industrie du tabac, en particulier en matière de bonne gouvernance et d'interaction avec le secteur privé. Je crois que ce sont vraiment une politique très importante. Donc, nous allons maintenant passer à la prochaine présentation à partir du secteur privé. Nous allons parler de ESG, ce qu'on appelle gouvernance pour des investissements durables. Et cela est clé. Nous allons entendre parler Bronwyn King, qui est la fondatrice de Tobacco Free Portfolio. Elle a une vaste expérience. Madame King a commencé sa carrière médicale en travaillant comme médecin dans le service du cancer du poumon à Melbourne, en Australie, tout en faisant son mieux pour traiter ses patients. Le Dr. King a pu observer directement les effets dévastateurs du tabac auprès de ses patients touchés. Elle ne savait pas qu'au même moment, elle investissait dans Big Tobacco via son fonds de pension obligatoire. Tobacco Free Portfolios a été créé en réponse à cette découverte. Donc, depuis lors, le Dr. King a réuni une équipe chevronnée qui a contribué à faire progresser le passage à une finance sans tabac dans le monde entier. Nous allons donc entendre une vidéo qu'elle a enregistrée. Merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui. Je vais commencer par définir le terme ESG. ESG signifie facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance, et c'est devenu l'un des acronymes à la mode dans le secteur financier. Il existe de nombreux termes similaires tels que finance durable, finance responsable, investissement aligné sur Paris ou investissement aligné sur les ODD. Il s'agit d'un concept qui est très rapidement passé de la boutique à la finance grand public, notamment pendant la pandémie de la COVID. À première vue, l'ESG semble être une bonne idée, mais la communauté de la lutte anti-tabac est confrontée à des problèmes importants. L'un d'eux qu'il existe 600 méthodologies ESG différentes. Il n'y a pas de normes définies et certains produits étiquetés ESG ici peuvent être très différents des produits étiquetés ESG là-bas. Le problème étant que certains produits ESG incluent des entreprises de tabac. Mais comment est-ce possible? Je vous entends vous le demander. Et cela nous amène au problème numéro 2, à savoir que de nombreuses méthodologies ESG utilisent ce que l'on appelle une méthodologie best of sector, le meilleur secteur. Je veux dire par là qu'elles alignent toutes les sociétés de tabac et les comparent uniquement aux sociétés de tabac sur les critères ESG. Et même si elles obtiennent toutes des résultats assez médiocres, la moins mauvaise obtient une étoile d'or ou une médaille d'or et se retrouve dans un produit ESG. Et nous suggérons que le meilleur des secteurs devrait être complètement rejeté pour les sociétés de tabac. Le troisième problème est que les gens pensent que la santé est incluse dans l'ESG, mais ce n'est pas le cas. Très peu de méthodologies ESG ont la santé humaine comme métrique. Par exemple, la plupart d'entre elles n'ont pas la mortalité causée par l'entreprise comme critère. Donc, à mon avis, les grandes cigarettiers sont en train d'utiliser l'ESG comme une arme à leur avantage. Elles le font de plusieurs manières. La première chose qu'ils ont fait est de réussir à faire appel à des experts en finances durables pour travailler avec eux. Cela signifie que les grands cigarettiers se voient ouvrir des portes qui ne devraient pas leur être ouvertes, mais cela leur donne également un siège à la table lorsqu'il s'agit d'élaborer des définitions et des normes ESG. Les fabricants de tabac organisent des événements ESG. Nous avons vu British American Tobacco le faire au début de l'année et même Philip Morris le faire ce mois-ci. Elles publient également des rapports de durabilité très brillants, longs et volumineux et rendent compte des critères ESG qu'elles fixent souvent, y compris des éléments tels que la transition ou non vers des produits sans combustion, ce qui serait rejeté comme mesure de la durabilité, largement rejeté par la communauté mondiale de la santé. Ces rapports sont récupérés par les algorithmes d'intelligence artificielle d'ESG qui ne font qu'extraire les données publiques disponibles et souvent, ces données ne sont pas vérifiées, ne sont pas révisées par des pairs. Donc, ça signifie que les grandes entreprises de tabac obtiennent souvent de très bonnes notes en matière d'ESG pour des critères liés à la diversité, la composition du conseil d'administration ou à la flexibilité du lieu de travail.
Quel est l'écart de rémunération entre les sexes, hommes-femmes? Ont-ils des garderies dans leurs bureaux? Utilisent-ils du plastique recyclable? Toutes ces choses sont insignifiantes si l'on considère leur impact sur la santé humaine. Par exemple, Affinity, un grand fournisseur ESG dans le monde entier, vient de classer le FTSE 100. Il s'agit des 100 plus grandes entreprises cotées en bourse au Royaume-Uni et British American Tobacco a obtenu la 3e place sur 100 pour l'ESG. Ce type de récompense et d'évaluation est ensuite communiqué aux investisseurs, ce qui désoriente la communauté des investisseurs qui, dans l'ensemble, s'est engagée dans cette voie, notamment avec tout récemment dans les portefeuilles sans tabac, en rejetant le tabac et en se tenant aux côtés du secteur de la santé et des gouvernements. Que pouvons-nous donc faire pour répondre à cette situation? Nous devons faire pression, nous devons utiliser nos voix, nous devons être vraiment unis pour rejeter cette notion d'entreprise de tabac durable qui, à mon avis, est tout simplement absurde et ne fait pas de sens. Et nous devons vraiment insister pour qu'il y ait une norme de santé de base qui devrait être appliquée pour tout produit financier qui a un label ESG. Voilà, merci. And that was Dr. Bronwyn King from the Tobacco Free Portfolio. Ladies and gentlemen, we now look at Mesdames et messieurs, nous allons donc regarder la situation des droits humains et du travail des enfants. C'est une sérieuse violation. Nous allons parler avec Margaret Worth, chercheure principale à la division des droits de l'enfant de Human Rights Watch. Elle a documenté la question du travail des enfants au Brésil, en Indonésie. Elle a été publiée dans le Guardian, CNN et autres Progressive Magazine et Huffington Post et d'autres médias. Elle va partager son expérience avec nous aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle Margaret Worth et je suis chercheuse senior dans la division des droits de l'enfant à Human Rights Watch. Je tiens à remercier le Centre mondial pour la bonne gouvernance dans la lutte anti-tabac de m'avoir invité à participer au webinaire aujourd'hui. Je suis désolée de ne pas pouvoir être là en direct pour entendre les autres experts. Pendant des années, Human Rights Watch a documenté le travail dangereux des enfants dans la culture du tabac dans les pays du monde entier. J'ai interviewé des centaines d'enfants travailleurs impliqués dans des travaux dangereux et éreintants dans les fermes de tabac. Aux États-Unis, en 2013, dans l'État de Caroline du Nord, j'ai rencontré Miguel, un garçon de 12 ans qui travaillait dans une ferme de tabac, portant un sac poubelle en plastique noir comme équipement de protection. Il m'a dit qu'il avait des maux de tête intenses pendant qu'il travaillait dans le champ. Il disait avoir l'impression qu'il avait quelque chose dans sa tête qui essayait de le manger. Quelques années plus tard, en 2015, j'ai rencontré Ayu, une jeune fille de 13 ans en Indonésie qui travaillait dans la petite ferme de sa famille à Java West. Elle m'a dit qu'elle vomissait chaque année en aidant sa famille à récolter le tabac. Quelques années plus tard, en 2017, au Zimbabwe, j'ai rencontré Admir, un petit producteur de tabac qui cultivait du tabac depuis des années et le fournissait à une grande multinationale de tabac. Admir, sa femme et ses enfants adolescents travaillaient tous dans la ferme familiale et tous avaient vomi ou ressenti des vertiges en travaillant dans le tabac. Les symptômes qui ont été décrits par ces enfants et les membres de leur famille originaires de différents pays du monde correspondent tous à un empoisonnement aigu à la nicotine. Et je suis sûre que d'autres experts ont parlé aujourd'hui des dangers pour les enfants de l'exposition à la nicotine lors de la manipulation des feuilles de tabac. Nous savons que les symptômes les plus courants sont les nausées, le vomissement, les maux de tête et les vertiges. Ce sont les symptômes dont nous avons entendu tant de fois à maintes reprises de la part des enfants travailleurs que nous avons interrogés dans différents pays du monde. Le tabac qui est cultivé et récolté est acheté par des centaines de grandes compagnies de tabac, les plus grandes du monde. Et ces entreprises ont la responsabilité en matière de droits humains de s'assurer qu'elles ne tirent pas profit du travail dangereux des enfants. Admiral, l'agriculteur que j'ai interrogé au Zimbabwe, m'a dit qu'il avait gagné suffisamment d'argent pour pouvoir embaucher des travailleurs et que ses enfants n'auraient pas à travailler dans le champ avec lui, en imaginant que ça pourrait être cette vie. Et ça, c'était son rêve. Ils iraient à l'école sans avoir mal au corps, la nuit ils dormiraient, ils auraient assez de temps pour lire des livres. C'est l'avenir qu'ils voulaient pour ces enfants et c'est cet avenir pour lequel nous travaillons à Human Rights Watch. Les fabricants de tabac ont la responsabilité de mettre fin au travail des enfants
dans leur chaîne d'approvisionnement et nous nous engageons à travailler avec vous tous, avec les gouvernements, pour les tenir responsables afin de garantir qu'ils ne profitent pas du travail des enfants dans leur chaîne d'approvisionnement. Je vous remercie de votre temps. C'était Margaret Worth de Human Rights Watch qui a écouté ces histoires de différents pays. Mesdames et messieurs, je suis sûre que vous êtes d'accord que toutes ces histoires nous arrivent droit au cœur et toutes les histoires que nous avons entendues, toutes ces histoires nous touchent directement. Alors, pour faire la synthèse des éléments qui ont été manifestés, alors pour récapituler, nous allons faire cette synthèse des éléments centraux qui ont été présentés aujourd'hui. Alors, nous invitons Deborah C, qui a reçu le prix IGTCI à l'université de Johns Hopkins. Elle est responsable de la politique publique et de la stratégie mondiale, au Centre mondial pour la gouvernance dans lutte anti-tabac. En tant qu'administratrice principale d'un groupe de réflexion visant à combler le fossé entre la santé et le droit, elle a remporté le prix Bloomberg pour la justice en matière de santé alors qu'elle était la directrice exécutive. Debbie a collaboré avec Harrison Institute et Public Policy de l'Université de Georgetown sur la prise en compte des questions de la lutte anti-tabac. Debbie fournit également une assistance juridique et des soins de santé universelle. Alors, merci beaucoup. J'ai quelques éléments de présentation à vous partager pour montrer, regardez, ça c'est la réalité, au-delà de ce que les entreprises de tabac tentent de nous montrer ou de nous faire croire. Alors, alors voici le contraste entre la publicité et la réalité. En voici une autre, d'une autre entreprise de tabac et un autre élément de réalité. Alors, aujourd'hui, le webinaire, c'est travaille sur un enjeu central, la question du travail des enfants dans l'industrie du tabac. Ce sont des enjeux qui ne sont pas conciliables. On parle d'une matière première qui est très dangereuse pour les enfants. On parle d'une entreprise qui est connue pour ces enjeux-là. Le secrétariat a commencé les présentations aujourd'hui avec des éléments sur comment la pauvreté est au centre des causes de la question du travail des enfants et une pauvreté qui est alimentée par les entreprises du secteur du tabac. Essentiellement, on peut faire sortir les enfants de l'industrie du tabac en aidant les fermiers et les petits producteurs à transitionner en dehors de l'industrie du tabac. Pascal nous a montré comment il y a une alliance globale créée par l'industrie du tabac pour des activités de plaidoyer, de lobby à leur faveur. Même après les décisions de l'OIT de mettre fin au partenariat. Beaucoup de groupes se sont retirés parce qu'ils refusent de faire partie de cette mascarade des entreprises de tabac. Notamment l'exclusion de SLT de plusieurs espaces. On a vu aussi dans les présentations, par exemple, Brenda nous a montré comment en Zambie, quel est l'environnement des enfants qui travaillent dans l'industrie du tabac. Les enfants doivent travailler puisque les produits qui sont nécessaires pour la culture du tabac sont chers. Et les fermiers n'ont pas assez d'argent avec le prix qui leur est payé de la feuille de tabac. On a vu qu'au Bangladesh également, les entreprises créent une relation de dépendance, maintiennent des prix bas pour l'achat du tabac et mettent de la pression sur la production. Et c'est ainsi que les enfants finissent par ne plus aller à l'école. Et on a vu aussi qu'en Indonésie, il n'y a eu aucun changement dans les derniers 20 ans, malgré des rapports qui ont été sortis. Et c'est pareil. Et c'est pareil au Brésil. On a vu une situation tout à fait similaire. Finalement, Marty nous a aussi encouragés à rendre visibles ces problèmes parce que nous espérons qu'un jour,
l'industrie du tabac se portera responsable. Nous savons que certains secteurs, par exemple le PNUD, a pris des décisions très fortes pour exclure les industries de tabac de leur réseau d'approvisionnement ou de partenariat. Et alors, si on travaille ensemble, gouvernement et les pays, les producteurs et d'autres agences, on peut diversifier les productions et améliorer avec les politiques d'ESG, augmenter les revenus, diminuer le travail des enfants. Ce sont les résultats immédiats qu'on voit quand il y a un réel engagement. Margaret nous a aussi partagé des histoires très fortes d'enfants intoxiqués par la nicotine et elle nous a démontré clairement de comment les entreprises ont la responsabilité d'arrêter de se bénéficier Tobacco companies actually et de weaponize CSR profiter de cette pauvreté et du travail des enfants. Ces rapports sur l'environnement et la gouvernance doivent permettre de donner des informations aux investisseurs. Elle nous a proposé, elle nous a invités à refuser et démanteler cette notion que les entreprises de tabac peuvent être responsables. Parce qu'une industrie responsable n'inclut pas l'industrie du tabac. C'est une contradiction. L'important ici aujourd'hui, c'est une première étape pour libérer les enfants de ce travail. Et on nous a aussi attiré l'attention sur l'article 5.3 qui peut nous permettre d'éviter que l'industrie du tabac prenne toute la place dans la bureaucratie. Vous pouvez aider à mettre fin au travail des enfants et vous pouvez apprendre plus sur ces enjeux. Vous avez vu le vidéo, il y a des ressources. Je vais vous laisser ici certains liens pour que vous ayez des ressources. Donc, nous avons des ressources avec nous avons une nouvelle page web, nous avons des rapports, nous avons des résumés avec des données importantes, un rapport récent de l'UNICEF, un centre de ressources sur l'article 5.3 justement, aussi sur le 17 et le 18. Et finalement, vous pouvez, il y a une section qui vous permet d'agir et de, par exemple, de demander, ça s'appelle React, pour réagir immédiatement si vous avez à dénoncer une certaine situation sur le sujet. Merci beaucoup.